On va revenir à ce discours dont je vous parlais de Marine Le Pen en direct de Perpignan. Petit coup de chapeau aux homosexuels et puis aux Français d'origine arménienne qui ont vu reconnaître le génocide arménien et même la pénalisation de la négation du génocide arménien. La première chose qu'il aurait fallu faire, c'est de respecter la promesse qui a été faite aux Français d'Algérie. C'est de leur témoigner la reconnaissance de la communauté nationale à l'égard des harkis, de leurs familles, en rappelant les services que ceux-ci ont rendus à la France. C'était de régler d'une manière définitive, par une loi cadre, les questions patrimoniales et morales liées à l'exode de ces mêmes rapatriés, de ces harkis. Ce que je fais dans mon projet présidentiel, c'était de réaffirmer notre opposition à toute commémoration du 19 mars 62 et intervenir énergiquement auprès du gouvernement algérien pour régler le problème des disparus. Moins que les autres, vous, harkis et Français d'Algérie, moins que les autres, vous n'êtes capables de tomber dans le piège qui vous est tendu. Parce que, je vous ai compris, vous avez déjà donné. Alors, mes chers amis, nous voici réunis après une si longue semaine. Car il faut le dire, quelle semaine nous a-t-on fait subir? J'espère pour vous que vous n'avez pas fait une indigestion de socialisme. Mais en ce qui me concerne, une telle semaine à la sauce hollandaise, je n'ai pas envie d'en reprendre. Hollande au Bourget, Hollande présente son programme, Hollande explique son programme à la télévision, Hollande débat avec Juppé. Excusez-moi, mais quand on voit à quel point il a réussi à nous ennuyer en une semaine, on ose imaginer en prendre pour 5 ans. Rassurez-vous, ce soir ça va changer. Ce soir on va entrer, comme nous expliquent les médias, dans une autre séquence. Après la séquence Hollande, qui avait suivi la séquence Bayrou, et après la mini-séquence Mélenchon, on va avoir la séquence Sarkozy. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais il va quand même faire campagne. Une fois encore. Avec l'argent des contribuables. Après les innombrables émissions taillées sur mesure de l'automne dernier, après la longue interview complaisante du G20 avec Barack Obama, après les vœux à la télévision, après les vœux ici et là jusqu'à l'indigestion tout le mois de janvier, voilà une nouvelle émission 100% Sarkozy, une émission 100% propagande. Il va nous faire son énième show, façon ORTF d'ailleurs, parce que là, on ne va pas mobiliser moins de 9 chaînes de télévision. Je crois que le record est battu. Remarquez, dans la situation où il est, il lui faut bien ça. Le seul problème avec les émissions de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est comme les régimes. À chaque tentative, ça marche moins bien que la précédente. Mais les médias, qui eux sont complètement déconnectés, vivant leur propre campagne présidentielle sans se soucier de celle des Français, se réjouissent à l'avance de cette nouvelle séquence politique. Ah, les pronostics vont bon train. Sarkozy va-t-il réussir à se refaire? Sarkozy va-t-il reprendre la main? Je crains que les Français aient déjà souhaité une bonne retraite à Nicolas Sarkozy. Et vous remarquerez d'ailleurs que les Français ne sont pas très rancuniers puisqu'ils lui offrent la possibilité de partir alors qu'il vient juste de fêter ses 57 ans. Il est clair, mes chers amis, que les Français ne goûteront que peu à cette nouvelle séquence.
De même qu'ils ne goûteront plus si les candidats à ce fameux affrontement Hollande-Sarkozy contient tant à nous vendre en permanence. Ils n'en veulent plus, les Français, de ces scénarios complètement téléguidés, de ces faux semblants de débats politiques préfabriqués, de cette orchestration politique très largement médiatisée, mais qui sonne tellement faux. Regardez le débat qui a eu lieu entre M. Hollande et M. Juppé. C'était un débat d'énarques pour des énarques. Où étaient les préoccupations des Français? Où était le problème de l'insécurité? Où était le problème de l'immigration? Où était le problème qu'ils vont faire payer à nos enfants la dette monstrueuse qu'ils ont constituée, et les uns et les autres, depuis 30 ans? Parce qu'en réalité, il faut se poser la question. Qu'a à répondre l'UMPS à l'UMPS? Qu'a à répondre Nicolas à François et François à Nicolas? Des débats factices, des comédies médiatiques, des joutes complètement surjouées. Et je crois sincèrement qu'elles ont fini de lasser les Français. Elles n'arrivent plus à masquer le vide sidéral des projets dans les deux camps. Et surtout, elles n'arrivent plus à cacher l'identité profonde qui existe entre ces deux épiceries qui se fournissent chez le même grossiste, comme disait Philippe Seguin. Ils sont assis confortablement dans le gros porteur de la mondialisation dérégulée, le gros porteur du mondialisme. Alors ça discute. Monsieur Hollande dit « pas trop vite, pas trop vite ». Nicolas Sarkozy dit « plus vite, plus vite ». Quant à Bayrou, lui, il est en train de chipoter parce que le plateau repas lui va pas. Mais ce gros porteur ultralibéral qui nous mène droit dans le mur et qui est en pilotage automatique, qui sont les seuls qui veulent forcer la porte du cockpit pour reprendre les manettes au nom du peuple français et revenir vers un véritable projet patriote et national? Il n'y a que nous. Les autres se laissent emmener sans rien dire, sans rechigner. Et quand je vous dis d'ailleurs qu'ils sont en pilotage automatique, regardez la Belgique. Pendant plus d'1 an, ils n'ont pas eu de gouvernement, ça n'a rien changé. Ce qui prouve bien que ce ne sont plus eux qui pilotent. Et tout cela est vide de sens, mes chers amis, et vous l'avez bien compris. Ce faux débat droite-gauche n'a plus aucun intérêt. Les Français ne sont pas dupes. Il y a une seule fracture, mes amis, une seule, pas deux, une. Une seule fracture réelle dans notre pays. Elle est entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Elle est entre ceux qui, comme nous, pensons que la nation est la seule structure capable de préserver notre identité, capable d'assurer notre sécurité, capable demain, à nouveau, d'apporter la prospérité à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui n'y croient plus, pour qui la France c'est du passé, pour qui il faut se tourner vers l'Europe, cette espèce d'énorme monstre supranational et antidémocratique. La France, dans leur esprit, c'est terminé. Elle se dilue, elle s'efface. La vraie fracture, elle est entre les mondialistes et les nationaux que nous sommes. Et dans les mondialistes, vous trouverez tout le monde. Tous ceux qui sont pour le fédéralisme européen, tous. Eva Joly pour le fédéralisme européen, Bayrou pour le fédéralisme européen, Nicolas Sarkozy. Alors là, c'est Mme Merkel qui va venir faire sa campagne. Alors c'est... Franchement... Quant à M. Hollande, les socialistes ont colonisé l'ensemble des places, justement, de ces structures supranationales. Ils ont, j'allais dire, anticipé quasiment le mouvement. Par conséquent, le seul vrai choix, c'est entre nous et les autres. Voilà, mes chers amis, ce que je crois profondément. Je pense que les Français
choisiront enfin de s'offrir au second tour de cette élection présidentielle le seul choix qui vaille, le seul choix réel, le choix entre le système d'un côté et nous de l'autre, le choix entre la poursuite du renoncement, la poursuite du mondialisme, la poursuite de l'anéantissement de la France d'un côté et notre projet populaire, national, patriote de l'autre, le choix entre la fin de la politique d'un côté et de l'autre, le retour d'une vision, d'un avenir, d'une espérance. Alors on me dit, mais Marine, vous êtes extrêmement optimiste. Et ce discours optimiste, je devrais d'ailleurs ne pas vous le tenir, parce que j'ai besoin de votre entière mobilisation, chaque jour, sur le terrain, partout où vous pouvez faire campagne pour nos idées, campagne pour mon accession le 22 avril prochain au second tour, campagne pour notre victoire le 6 mai prochain. Ce n'est pas un discours que je devrais vous tenir parce que je veux que personne ne reste les bras croisés, croyant que la partie est déjà gagnée. Non, mes amis, il va falloir se battre jusqu'au bout. Et croyez bien que le système nous mettra des bâtons dans les roues, encore plus de hargne et de méchanceté qu'il ne le fait aujourd'hui. Mais je vous dis mon optimisme parce que j'ai aussi un devoir de franchise envers vous qui êtes le moteur de ma campagne, la seule raison de ma campagne. Alors oui, je suis franche avec vous et je vous dis que le meilleur est possible, que le meilleur est en bonne voie. Et si j'ai cette conviction profondément ancrée en moi, d'être au second tour de l'élection présidentielle en avril prochain, c'est parce que je suis persuadé que les Français, cette fois, ne s'y tromperont pas. Pourquoi? Après l'arnaque de 2007, remettrait-il Nicolas Sarkozy au second tour? Mais cela n'a pas de sens. Il n'y a plus rien à y faire parce qu'il n'a plus rien à dire aux Français. Et quoi qu'il leur raconte, de toute façon, les Français ne l'écouteront plus. La confiance est définitivement rompue. Ce soir, il va aller à la télévision expliquer qu'il faut encore plus de remèdes ultralibéraux pour nous guérir de la maladie, alors que tous les Français ont compris que ce sont les remèdes ultralibéraux qui sont à l'origine de notre maladie, et que plus nous prenons ces remèdes, et plus nous sommes malades, et plus nous sommes faibles, et plus nous voyons notre avenir se dissoudre. Mais ce n'est pas la seule raison de mon optimisme. Je dois aussi vous dire que flotte dans cette campagne, incontestablement, le parfum de la révolte légitime du peuple français. Je le sens en mille occasions. Quand chaque jour, je vais à sa rencontre, quand je lis les messages qu'il m'envoie, quand je vous retrouve chaque semaine dans mes réunions publiques où vous êtes toujours plus nombreux, je sens aussi le parfum de la victoire. Quand j'observe nos adversaires, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais chaque jour qui passe, ils nous mettent encore un peu plus au centre de la campagne. Constatez comme moi que chacun de mes adversaires, finalement, se situe par rapport à nous. Nous sommes en position de force dans cette campagne présidentielle parce que nous sommes au centre de cette campagne présidentielle. Mais regardez-les, ces adversaires, regardez où ils en sont pour tenter de freiner le bon sens que nous représentons. Ah, certains font preuve d'une obsession absolue. Il n'y a pas un seul discours dans lequel ils ne parlent pas de Marine Le Pen. Dans les meetings, sur les plateaux de télévision, et Marine Le Pen, et Marine Le Pen, et Marine Le Pen, et Marine Le Pen. Merci, c'est l'hommage du vice à la vertu. Ils sont obnubilés par le fait de trouver les moyens de chercher à me freiner dans leur discours, à nous déstabiliser par des insultes de plus en plus basses, de plus en plus vulgaires, de plus en plus graves. Ils en arrivent tout simplement à perdre la tête. C'est ainsi que, invité par l'un des partis qui est aujourd'hui le premier parti en Autriche, le FPO, de notre ami Hans-Christian Strache, au bal de Vienne,
eh bien, un certain nombre d'associations, SOS Racisme et l'UEJF, sont venus nous expliquer que nous étions allés à un bal de néo-nazis. Non mais écoutez, franchement, je veux dire, il y a quand même des limites. Il y a des limites à l'insulte et des limites à la diffamation. L'extrême gauche autrichienne, comme l'extrême gauche française, essaye d'obtenir par la haine et par la violence ce qu'elle n'arrive pas à obtenir dans les urnes. Alors, l'extrême gauche autrichienne manifeste, la belle affaire. L'extrême gauche française aussi passe sa vie à manifester. Contre nous d'ailleurs en général. Et ils manifestent contre ce bal ou contre d'autres, hein, parce que lundi, vous verrez, ils manifesteront contre le bal des chasseurs. Parce que ces bals sont traditionnels. Ils sont la représentation du respect de la part des Viennois pour la tradition. Eh bien, nous aussi, nous aimons la tradition. Mais, mes chers amis, je veux que vous sachiez que je ne vous laisserai pas insulter. On dit Marine Le Pen est celle qui fait le plus de procès. Mais pourquoi? Mais parce que Marine Le Pen est la seule qui est insultée comme ça. Les électeurs de Marine Le Pen sont les seuls à être diffamés comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient nous faire peur? Ils croient que nous allons renoncer parce qu'ils nous insultent? Mais ils ne savent même pas l'immense amour que nous avons pour la France qui fait que tout ça, nous le traitons par le mépris. Il n'y a d'ailleurs que cela que ça mérite, le mépris, ce type d'insulte et ce type de diffamation. Vous me direz, on n'est pas les seuls, hein, parce que l'utilisation de l'insulte est quand même une vieille tradition française. Souvenez-vous, De Gaulle était fasciste, Chirac était fasciste, Sarkozy était fasciste, donc tout le monde est fasciste. Je ne vous parle pas du reste, parce qu'ils sont même allés jusqu'à trouver que Tintin était un ignoble colonialiste. Ils voulaient supprimer Tintin au Congo. Pas tout, hein. Les Schtroumpfs aussi étaient racistes. Et je ne vous parle même pas de Astérix et Obélix, dont un penseur a expliqué dans Le Monde que Astérix et Obélix, c'était l'idéologie nazie. Alors, je vais poursuivre. Je vais poursuivre une fois de plus. Je vais aller dans les tribunaux. Je vais, bon, pas me défendre, parce que alors, moi, vous savez, je vais vous dire, j'ai le cuir épais, hein. Mais je vais vous défendre. Parce que 20% de Français, des millions de Français, qui sont ainsi insultés dans une démocratie, parfois même sur le service public, c'est-à-dire sur le service public payé par vos impôts. Quant à l'UEJF, ces étudiants feraient mieux de retourner à leurs chères études, parce qu'ils apprendront ainsi que dans le bal des étudiants, puisqu'il s'agissait du bal des étudiants, eh bien, ils apprendront que le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, faisait partie de ces corporations étudiantes. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas en même temps crier sa haine dans la rue et étudier correctement. D'ailleurs, c'est simple. Plus je monte dans les sondages, plus la violence est importante. Il n'y a plus un seul meeting aujourd'hui où on puisse aller tranquillement,
sans qu'il y ait un certain nombre de milices d'extrême gauche qui tentent de nous en empêcher, qui tentent d'empêcher ma parole, qui tentent de nous empêcher de nous réunir. Je n'ai pas pu aller à Dauphine à l'invitation des étudiants. Ils avaient pris d'assaut. Je ne suis pas invité dans les multiples réunions qui sont organisées par le système. La Fondation Abbé Pierre invite tous les candidats pour parler du logement, sauf Marine Le Pen. Les écologistes invitent tous les candidats, sauf Marine Le Pen. Oh, ils ont peur de la France. Ils ont peur du peuple. Mais ça ne les empêche pas, non, c'est juste pour l'anecdote, mais ça ne les empêche pas d'aller donner des leçons de démocratie au Sénégal. Ah oui, oui, non, parce que le ministère des Affaires étrangères a fait un communiqué en exigeant du Sénégal le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression. Et puis, ils ont exigé également le respect de l'accès de tous les candidats à l'élection présidentielle. Balayez donc devant votre porte. La démocratie française est dans un tel état aujourd'hui. Balayez devant votre porte avant de donner des leçons de démocratie au monde entier. Mais ça ne choque personne, ça ne choque pas les belles âmes, ça ne choque pas les grands démocrates quand un certain nombre de personnes appellent au nettoyage politique du Front National. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous faire, nous laver le cerveau peut-être. Enfin, ça commence ce soir d'ailleurs, hein, le lavage de cerveau. Débattre, débattre, débattre et non combattre. Voilà ce que devait être une vie démocratique apaisée et sûre d'elle-même. Mais pour débattre, encore faut-il avoir un programme. Et objectivement, je ne suis pas du tout sûr qu'ils en aient un. Je suis même persuadé qu'ils n'en ont pas. Et les Français vont se rendre compte qu'il n'y a aucune proposition qui est faite par l'un ou par l'autre. Si, encore une fois, accélérer la mondialisation, accélérer la dérégulation, accélérer l'appauvrissement, accélérer l'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous les autres. Alors, mes chers amis, régulièrement, nous serons amenés à rappeler à ceux-là que la vie démocratique nécessite de la retenue. Leur rappeler que la violence n'a jamais rien donné de bon. Leur rappeler que leurs excès, en réalité, ouvrent beaucoup plus sûrement les yeux des Français sur la manière dont le système est capable de se défendre lui-même qu'autre chose. Ils ne nous affaiblissent pas, ils nous renforcent. Enfin, je dois rendre hommage à ces candidats qui viennent chasser sur nos terres. En général, ça se passe dans les 3-4 mois avant l'élection, ça. Pendant 5 ans, ils font l'inverse, et 3-4 mois avant, alors là, ça y va, les réformes, les promesses, les réformes, les promesses, les promesses, les blabla, les paroles, les réformes, les promesses. Ben oui, mais en cela, ils ne font que jeter en quelque sorte un peu plus de lumière sur la justesse de nos thèses. Les uns découvrent subitement que la finance domine le monde. Ben, il serait temps. Alors ils sortent leur cure-dent pour combattre les monstrueux marchés financiers qu'ils engraissent depuis 30 ans. Avec notre argent. Les autres nous disent que s'ils étaient au pouvoir, ils lutteraient contre l'immigration. Mais ils sont au pouvoir. Alors on invente des fausses statistiques pour contrer celles catastrophiques en matière d'immigration que je révèle régulièrement à la nation tout entière. C'est que l'immigration n'a jamais été aussi importante dans notre pays. Je le répète à chaque meeting que je fais, et je le répéterai à chaque meeting jusqu'à la fin de la campagne présidentielle. 200 000 étrangers légaux par an entrent dans notre pays, l'équivalent de la ville de Rennes. Mais vous voyez tous montrent en creux par leur comportement et leurs propos, en fait, leur immense faiblesse. Et dans le même temps, tous confirment notre victoire idéologique par chaos.
À l'heure où le voile se déchire, les Français ne seront pas dupes de toutes ces agitations électoralistes. Les Français peu à peu comprennent qu'en réalité, ceux qui sont en face de nous disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Et ça dure depuis des décennies. Mes chers amis, pour que nos idées triomphent définitivement, il n'y a qu'une seule étape à franchir, nous porter au pouvoir. Mes amis, si nous sommes en force dans cette campagne présidentielle, si nous sommes au centre du jeu, c'est parce que nous fondons notre projet sur les grandes valeurs du peuple français. C'est parce que nous avons compris quel est le socle, celui que partage la nation, sur lequel notre pays doit se rebâtir. Nous sommes en phase avec les aspirations profondes du pays, qui sont des valeurs optimistes et volontaristes. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui a été bousculée, dépréciée par le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est bien celle du travail. Ah, je me souviens, vous aussi, des promesses de la campagne présidentielle de 2007. Souvenez-vous, la valeur travail, le travailler plus pour gagner plus. Et le nombre de Français qui ont cru en cette promesse, l'espoir qu'a pu susciter cette campagne dans leur cœur, eh bien tous ces espoirs ont été douchés. Le rêve du travailler plus pour gagner plus est devenu un mauvais cauchemar, celui d'un chômage de masse et d'un trimer plus pour gagner moins, aggravé quand même par la création de 24 taxes nouvelles. 24! Mais attendez, il y en a une autre qui va arriver ce soir. La 25e, la TVA sociale. Alors ça, l'Union européenne a d'ailleurs immédiatement exprimé, ainsi que Mme Merkel, le soutien qu'ils exprimaient à Nicolas Sarkozy pour la mise en place de la TVA sociale. Oh, mais quel système extraordinaire! Quel système merveilleux qui va consister encore une fois à aggraver le pouvoir d'achat en augmentant la TVA que payent tous les Français. Les plus modestes, les retraités, ceux qui sont dans les plus grandes difficultés vont encore une fois voir leur pouvoir d'achat baisser en augmentant la TVA. C'est une escroquerie inimaginable, cette TVA. Parce que la contrepartie, en termes de baisse du coût du travail, va d'abord être dérisoire. Mais surtout, il fallait œuvrer immédiatement pour le pouvoir d'achat des Français. Le problème de compétitivité des entreprises, mes chers amis, ne sera pas réglé avec 1,5% de différence. Le problème de la compétitivité des entreprises, elle est liée au problème de notre monnaie. Elle est liée au problème de l'euro. L'euro est une monnaie trop forte pour notre économie. À travail égal, nous fabriquons 1,50 € ce que les autres fabriquent 1 €. Ben écoutez, c'est simple. Toute personne qui a travaillé un jour dans sa vie comprend bien que nous ne sommes pas compétitifs. Et c'est à cause de notre monnaie. Mais ça, la monnaie, c'est le dogme auquel, évidemment, il ne faut pas toucher. Le rêve douché. Ah, combien vont retomber dans le piège? Je pense bien moins que ce que donnent encore les sondages. Mais derrière, mes chers amis, cette trahison, c'est bien la notion même de travail qui a été attaquée. Jamais le travail n'a été aussi oublié que dans la France de 2012. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des promesses qui sont faites aujourd'hui, ça n'est pas tant des promesses pour créer de l'emploi, ce sont des promesses pour accompagner le chômage.
M. Fillon nous a expliqué qu'on va faire un travail considérable pour former les salariés. Mais les former à faire quoi? Il n'y a pas d'emploi. On nous dit qu'il faut que les travailleurs puissent être beaucoup plus souples pour passer d'un métier à quoi? Il n'y a pas d'emploi. Rien pour créer la richesse dans notre pays. Rien pour protéger nos secteurs économiques. Rien pour faire face à la concurrence déloyale dont on sait pertinemment qu'elle est à l'origine de l'immense majorité des emplois industriels qui ont été détruits dans les 5 dernières années. 500 000 emplois industriels perdus dans les 5 dernières années. Et combien de petites exploitations agricoles fermées? Et combien de prestations de services délocalisées? On délocalise les comptables maintenant, on délocalise l'informatique, on délocalise les conseils divers et variés. Ils sont en train de vider la France de sa substance de travail et de création d'emplois. Jamais les injustices n'ont été aussi criantes pour ceux qui travaillent dur. Ceux qui ont la conviction qu'on peut s'élever par l'effort, ceux qui n'ont pas assez pour s'en sortir, mais trop pour être aidés. Oui, le pouvoir a laissé tomber le travail, et donc les travailleurs. Et quand je parle des travailleurs, je ne parle pas uniquement des employés, des salariés, des petits fonctionnaires. Je parle aussi des très petites entreprises. Je parle de ces petits patrons qui ont mis leur argent pour monter des sociétés, qui risquent tous les jours l'opprobre, le tribunal de commerce, parce que l'économie est en train de se contracter. Je parle de ces petits patrons qui travaillent souvent aussi dur que leurs employés, si ce n'est pas plus dur que leurs employés. De ceux qui peuvent perdre leur capital, eux, parce qu'ils l'ont investi dans leur propre entreprise. Tous ces travailleurs-là ont été abandonnés. Le quinquennat qui s'achève aura été le quinquennat de l'injustice fiscale aussi. De l'impôt qui pèse sur ceux qui travaillent alors que les amis du pouvoir y échappent largement. Et qu'à l'autre bout de la chaîne, les profiteurs ont continué d'abuser comme jamais de toutes les aides possibles quand d'autres s'enfoncent dans la misère. Alors oui, il est temps d'un impôt plus juste, qui valorise et qui encourage le travail. Un impôt plus progressif aussi, parce qu'aujourd'hui ce sont les classes moyennes, celles dont je parlais tout à l'heure, trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches, qui ne cessent de voir s'alourdir la pression fiscale sur eux. Sur les puissances d'argent, en revanche, il va falloir évidemment augmenter la pression fiscale. Il va falloir mettre à contribution ceux qui... Oh, un chiffre. Les entreprises du CAC 40 qui payent 8% d'impôts, quand les PME, PMI en payent en moyenne 30%. Alors ce sera fini, les parachutes dorés, des copains du CAC 40, des amis du Fouquet's. Ça sera terminé, les stock options qui échappent à l'impôt. Tout le monde doit contribuer à la solidarité nationale. Quant aux profiteurs, ceux qui fraudent, ceux qui se prélassent quand les autres triment, ceux qui vivent sur le dos d'un État qui ne sépare plus le bon grain de l'ivraie, qu'ils sachent que la Dolce Vita, c'est terminé. La solidarité, oui, mais pas pour être étouffé par l'oisiveté. Il y a, et on le sait pertinemment, une immense majorité de Français qui ont besoin aujourd'hui de cette solidarité, et ils l'auront. Ils l'auront parce que nous allons préserver le système de protection sociale.
Nous allons préserver le système de protection sociale en lui appliquant le patriotisme social. Oui, nous l'assumons. Nous l'assumons. Nous allons effectivement réserver la solidarité nationale aux Français. Mais aussi aux honnêtes gens. Parce que, excusez-moi, mais quand on voit tout de même un certain nombre de trains de vie de la part de gens qui bénéficient de la solidarité, on peut quand même s'en étonner. Alors il va falloir, eh bien oui, contrôler ce qu'on appelle pudiquement les trains de vie suspects. La berline flambant neuve qu'on gare devant chez soi ou devant sa caravane dans les camps de Rome quand on touche les assédiques ou qu'on touche chaque mois le RSA, ça n'est plus supportable. Honnêtement, c'est vrai que rien n'est plus insupportable pour ceux qui vivent modestement, ceux qui se démènent, que de voir les tricheurs impunis. Rien n'est plus rageant pour ceux qui inculquent à leurs enfants les valeurs d'effort, d'abnégation et de mérite, que de constater chaque jour en se levant l'injustice devant leurs portes. Alors oui, mes amis, toute mon action sera déterminée par cet objectif central. Redonner ces lettres de noblesse à la justice sociale et à la valeur travail. Faire en sorte, mes amis, qu'on n'ait pas le sentiment de travailler pour rien. Ne plus avoir cette boule au ventre devant ces montagnes d'injustice et de passe-droit qui ont été la marque de fabrique de ce quinquennat. Parce qu'enfin, quel signal donne-t-on aux Français quand la première décision qu'on prend, à peine le perron de l'Élysée franchi, consiste à s'auto-augmenter de 172%? Eh bien, nous ramènerons-nous le salaire du président de la République et des ministres au même niveau que celui des parlementaires, ni plus ni moins, et c'est déjà bien assez. Voilà. N'est-on pas conscient tout de même qu'on sape la croyance en une quelconque justice quand partout on nomme les siens au détriment des plus méritants? Il y a 1000 exemples, 1000, de la manière dont Nicolas Sarkozy et ses amis se sont servis du pouvoir pour avantager les leurs, au détriment du peuple français, au détriment de la méritocratie auquel nous sommes tellement attachés et dont il avait fait aussi une promesse de campagne. 22 ans, deuxième année de droit. Il s'apprêtait à le nommer à la tête du plus grand centre d'affaires d'Europe. Mais je l'ai lu et révélé, enfin révélé non, lu et porté dans le meeting de la semaine dernière. Le fonds stratégique d'investissement qui a été créé à tout prix par Nicolas Sarkozy, soi-disant pour aider les entreprises et leurs salariés. Il a servi à acheter 15% du capital de la maison de disques de Carla Bruni. Vous parlez d'une activité stratégique. Vous me direz, l'État est propriétaire du Quick, c'est pas non plus particulièrement stratégique.
Mais, encore une fois, on voit bien les dérives qui ont marqué ce quinquennat et l'image que ça peut effectivement donner aux Français. Alors effectivement, comment est-ce qu'on peut ensuite apprendre à nos enfants à respecter les valeurs de travail et de mérite quand un si mauvais exemple est donné tout en haut? Et pourtant, notre pays a besoin de retrouver des repères, de retrouver ses repères. Dans notre société du tout de suite, dans notre société où la tricherie est permise et même encouragée, parfois même montrée en exemple, dans notre société où l'injustice écrase tout, ce que je dis n'est pas facile, et pourtant je ne transigerai pas. Le travail doit être remis au centre, et celui qui travaille dur doit être récompensé. Mais je vous l'ai dit, revaloriser le travail, c'est d'abord bien sûr faire en sorte que le travail terrasse le fléau du chômage. Et seule une politique de réindustrialisation pourra nous permettre d'atteindre cet objectif. Je ne reviendrai pas sur mon projet de redressement économique, vous le connaissez, et vous savez que je suis la seule à vouloir rompre avec 30 ans d'immobilisme, de laisser-faire, 30 ans d'idéologie européiste et ultralibérale. Vous savez que grâce aux protections aux frontières, grâce au patriotisme économique, grâce au patriotisme social, grâce à la souveraineté que je vais rendre au peuple français, eh bien nous retrouverons la voie du travail. La bataille de l'emploi, vous le savez, je la mènerai. Et en ce qui me concerne, j'utiliserai de vraies armes, pas uniquement des mots, pas uniquement des paroles, mais revaloriser le travail. C'est aussi le remettre au premier plan des valeurs qui fondent notre société et notre civilisation. Oui, travailler c'est digne, travailler c'est beau. Le travail n'est pas un esclavage. Travailler n'est pas un gros mot qu'on devrait cacher parce que c'est trop vulgaire, trop populaire. Qu'il est noble le travail, qu'il est noble celui de l'ouvrier. Ouvrier qui représente encore, on a tendance à l'oublier, un travailleur sur 5 dans notre pays, qu'on ne voit jamais sur les écrans de télévision, sauf en période électorale. Alors là, tout le monde va à la sortie des usines. J'ai dit que les criminels revenaient toujours sur les lieux de leurs crimes. C'est eux qui ont tué les usines et c'est eux qui viennent voir les résultats. Ben oui, ça ferme. Il y a des centaines d'emplois qui sont éminemment respectables. Les aides-soignantes, ceux qui sont au service de nos personnes âgées, les infirmières, les agents de propreté, les employés de la restauration, la liste est longue. Il n'y a pas de petits métiers, il n'y a que de petits esprits. Ceux que nos élites, qui regardent avec arrogance et mépris la France qui travaille, sincèrement, comment peut-on imaginer qu'il y ait de leur part le moindre respect, alors que moi, je vous le dis aujourd'hui et je l'ai décrit dans le livre que je viens de publier. Le chômage a été utilisé comme une variable d'ajustement. Ils ont besoin du chômage pour peser à la baisse sur les salaires. Vous savez, le marché du travail, mes amis, est un marché. Il fonctionne comme tous les marchés, comme le marché du logement. Il fonctionne avec l'offre et la demande. Et plus il y a de demandeurs d'emploi, et plus les embauches se font à des salaires minimum, et plus un certain nombre sont bien heureux que ces salaires soient si bas parce qu'ils en tirent immédiatement un profit. Mais le summum de sa morgue, la caste au pouvoir, le réserve pour les métiers manuels.
considérés comme moins que rien depuis des années alors qu'ils sont fondamentaux. L'intelligence de la main vaut bien l'intelligence de l'esprit. Elle le vaut d'autant plus qu'elle suppose l'intelligence de l'esprit. Alors oui, mes amis, nous allons revaloriser tout le travail, et notamment le travail manuel, en mettant fin à l'absurde collège unique, qui fut une aberration scolaire et une manifestation de ce mépris insupportable pour les métiers manuels. Il faut rétablir l'apprentissage dès 14 ans. Parce que vous devez bien comprendre que derrière la minoration systématique des métiers manuels, il y a un projet sordide du grand patronat, que je dois expliquer aux Français pour qu'ils comprennent tous les pièges du système. On entend partout dire « les Français ne veulent plus faire les métiers manuels ». La caste nous explique que cette fainéantise quasi congénitale du peuple français justifierait le recours nécessaire à une immigration de masse pour assurer l'exercice de ces métiers. Ça fait 30 ans qu'on nous vend cette salade. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et simple. La pénurie de main-d'œuvre dans certains métiers manuels, pas tous d'ailleurs heureusement, s'explique par la déconsidération de ces métiers et par la faiblesse des salaires par rapport souvent à la pénibilité de ces métiers. Et c'est l'immigration qu'on utilise comme réserve inépuisable de main-d'œuvre bon marché et docile pour échapper à la hausse nécessaire de ces salaires. Voilà la vérité. Voilà le projet que la droite, le centre, la gauche soutiennent depuis des années et des années. Et voilà pourquoi il faut stopper l'immigration. Surtout que nous sommes en situation de chômage de masse. 5 millions de chômeurs dans notre pays. Et ils continuent à faire entrer 200 000 personnes par an. 1 million en un an. Pour faire quoi? Pour travailler dans quel emploi? Il n'y a pas d'emploi. Pour être logé dans quel logement? Il n'y a plus de logement. Ce n'est qu'ainsi, mes amis, qu'on pourra faire cesser cette pression à la baisse sur les salaires et engager de vraies négociations, branche par branche, pour revaloriser les métiers manuels. Mais pour revaloriser les métiers manuels, pour pouvoir avoir une vraie négociation, faudrait-il encore que nous ayons des syndicats libres. Et pas les syndicats que nous avons aujourd'hui. Les salariés, d'ailleurs, ne sont pas dupes, puisqu'il n'y a que 7% des Français qui sont syndiqués. Et encore, à mon avis, sur ces 7%, il y a la moitié qui sont obligés de l'être, parce que sinon, ils ont peur d'être mal vus. Une vraie démocratie sociale, un vrai débat dans l'entreprise pour le bien-être de ceux qui travaillent passe évidemment par l'autorisation qui sera faite à des syndicats de pouvoir se présenter aux élections et de pouvoir réellement avoir l'adhésion d'un nombre de plus en plus important de salariés dont ils défendront enfin l'intérêt et non pas, comme ils le font actuellement, le leur. Pas de passe-droit. Les syndicats, d'ailleurs, devront se soumettre à une transparence financière totale. Nous n'entendrons plus parler des valises de l'IUMM qui étaient là pour fluidifier le dialogue social. Des années que ça dure. Des années. Vous le savez, mes chers amis, j'accorde une grande importance au pouvoir d'achat, notamment, évidemment, des petits salaires. Je suis chaque jour saisi par des Français qui ne sont même plus, mes amis, à 20 € près à la fin du mois, qui sont à 5 € près à la fin du mois, sans compter l'immense majorité qui sont à moins 100 ou moins 200 à la fin de chaque mois.
noyés. L'eau n'est plus ici, elle est là. Il est donc urgent de faire un geste pour le pouvoir d'achat, bien plus urgent, je le crois, que de faire un geste pour baisser les charges des entreprises, puisque moi je dis aux entreprises que ça ne changera rien pour elles, que la compétitivité, ils ne la retrouveront pas avec une baisse des charges, ils la retrouveront lorsqu'on leur donnera les moyens de se réarmer contre la mondialisation, mais tout de suite. Parce que les salaires sont bien trop faibles en France par rapport à la compétitivité des salariés français. Il faut agir. La situation ne peut pas attendre et j'en ai fait une priorité politique. Je l'ai indiqué dans mon chiffrage, c'est vrai que c'est un effort important, mais je ferai prendre en charge par l'État 200 € de cotisation salariale sur les salaires inférieurs à 1 500 € net par mois. J'ai vu, et ce n'est pas toujours de leur faute, en tout cas ce n'est pas de la faute des PME et des TPE, c'est souvent de la faute des grandes entreprises. Mais combien de fois on a vu des exonérations de charges, des baisses de la fiscalité, qui normalement auraient dû entraîner une hausse des salaires. On a vu les exonérations de charges, on a vu la baisse de la fiscalité, on n'a jamais vu l'augmentation des salaires. Pourquoi je veux faire prendre en charge par l'État 200 € de la part salariale des cotisations sociales? Parce que je ne passerai pas par le bon vouloir de l'entreprise. Ça va augmenter le salaire net immédiatement de 200 € sur la feuille de paye. Et on n'attendra pas d'hypothétiques augmentations de salaire comme ça a été le cas, encore une fois, par le passé. Les entreprises ne seront pas oubliées. Parce que moi, je ne suis pas l'ennemi des PME ou des TPE, bien au contraire. Les PME et les TPE verront elles aussi leur fiscalité adaptée et baissée pour une grande partie d'entre elles. Parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, il y a une injustice flagrante à les voir payer 3 ou 4 fois plus d'impôts que les grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale. Alors, cette mesure des 200 € forte, immédiate, a aussi un intérêt justement pour les entreprises puisqu'elle ne va pas peser sur une charge supplémentaire. L'augmentation du SMIC, c'est une augmentation des charges. Ceux qui ont une entreprise ici le savent bien. Alors que la mesure que je propose va en même temps permettre l'augmentation du salaire net et en même temps ne pas représenter une charge supplémentaire pour des PME ou des TPE qui, elles aussi, sont bien souvent en dessous de la ligne de flottaison. Et puis, parallèlement, nous ne mettrons au pas la grande distribution en la forçant à réduire ses marges. Parce que depuis des années, la grande distribution nous explique que nous sommes des consommateurs heureux, que nous bénéficions de la mondialisation, que les produits ont baissé. Plus on importe et plus les produits baissent. C'est pas vrai. Plus on importe, plus nos emplois meurent. Plus on importe, plus notre industrie meurt. Plus des pans entiers de notre économie disparaissent les uns après les autres. Je ne vous en ferai pas la liste, elle est en même temps longue et cruelle. L'agriculture, dans une difficulté majeure, la viticulture, les éleveurs, les producteurs de lait, les petits industriels, le jouet disparu, la chaussure disparu, le textile disparu, l'horlogerie disparu, la bijouterie disparu, etc., etc. Mais croyez-vous qu'on ait touché un bénéfice de cela, au moins sur les prix des produits? Jamais. Jamais. La réalité, c'est que les produits qu'on achète dans la grande distribution sont aujourd'hui aussi chers qu'ailleurs, si ce n'est plus chers qu'ailleurs. Mais la différence, c'est que nous sommes aujourd'hui captifs de cette grande distribution. Parce que, en créant une concurrence déloyale avec le petit commerce, non seulement elle a coûté plus d'1 million d'emplois à la France, mais elle n'a même pas contribué à augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs français. Souvenez-vous des débats, il y a quelques mois maintenant,
avec les éleveurs de lait. Mais pas seulement, je suis allé à Saint-Charles il y a quelques semaines, avant l'été, voir les producteurs de fruits et légumes. Ils me disent quoi? Ils me disent, mais Madame Le Pen, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On vend le kilo de kiwi 0,80 centimes et on le retrouve dans la grande distribution à 3,50 €. Les pêcheurs à Boulogne m'ont dit la même chose. Madame Le Pen, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On vend le kilo de sole 10 centimes. Et on le retrouve 8 ou 10 fois plus cher vendu dans la grande distribution. Et nous, que pouvons-nous faire face à elle, si puissante? Que pouvons-nous faire contre les centrales d'achat qui tiennent tout, qui ont tout cadenassé? Eh bien, ça n'est pas, sous le quinquennat de Marine Le Pen, la grande distribution qui fera la loi dans notre pays. C'est le peuple français. Cette grande distribution, elle sera mise à contribution, bien au contraire, pour aider justement à la réindustrialisation. Mais on n'aura jamais rien demandé. On ne peut même pas leur reprocher de ne pas avoir contribué au soutien de l'économie. C'est le laisser faire, c'est le laisser aller. C'est comme pour l'immigration. On n'a jamais posé de règles. On a dit, mais il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez. Non, il n'y a aucune règle. Vous avez papier? Oui? Non? C'est pas grave. C'est pareil. Ça fait des années qu'on dit que la grande distribution est en train d'étrangler les petits producteurs, qu'il est en train d'étrangler les agriculteurs, les éleveurs. Et que fait le gouvernement? Rien. Ah si. Si. Il a ouvert la possibilité à la grande distribution de pouvoir ouvrir des succursales, y compris dans les centres-villes, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire qu'elle a renforcé, le pouvoir de la grande distribution par la loi LME, vous vous souvenez, qui a été surnommée Leclerc-Michel-Édouard. Alors bien sûr, les 200 € dont je vous parlais tout à l'heure, ça choque les belles âmes et les experts en lamentation et en pleurnicherie. Ben écoutez, tant pis pour eux. Moi, ma priorité, ce sont les plus humbles de nos compatriotes, ce sont les classes moyennes, et moi, je l'assume pleinement. Vous savez, au-delà des problèmes de salaire, redonner un sens au travail, ça va aller plus loin que ça. Combien me disent chaque jour qu'ils ne comprennent plus pourquoi, pour qui ils travaillent, qu'ils vont avec le cœur serré au travail tellement on leur en demande de plus en plus pour des raisons qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Dans les grandes entreprises où le règne de l'actionnariat et de la finance a balayé toute notion de bien commun, toute notion de savoir-faire et même toute notion de sécurité. Sécurité des produits que l'on fabrique, mais aussi sécurité des salariés dans l'entreprise. Dans le public aussi, où l'affaissement du sens de l'État au plus haut niveau a peu à peu vidé de son sens la si belle notion de service public, de service au public. Alors je redonnerai un sens au travail. J'arracherai pour cela notre économie des griffes de la finance. Je taxerai la spéculation, parce que je trouve scandaleux que des gens qui spéculent puissent payer moins d'impôts que des gens qui travaillent. Je proposerai à notre pays une stratégie de réindustrialisation pour que l'horizon de notre peuple, justement, soit la production et non la spéculation, en demandant à nos écoles d'ingénieurs de former des ingénieurs et pas des traders. Vous savez, mes amis, la spéculation ne crée aucune richesse. Seul le travail et la production créent de la valeur.
Au final, cette loi toujours finit par se vérifier et se rappeler à nous. Vous savez, j'ai dans mon programme une mesure auquel je tiens tout particulièrement, parce qu'elle est pour moi en même temps une aide importante au pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, mais aussi elle révèle la conception que nous avons de celui qui travaille. C'est l'exigence de la création d'une réserve légale de titres par les entreprises. L'idée, c'est que 10% des parts ou des actions des entreprises appartiennent globalement aux salariés, à tous les salariés, sans droit de vote, certes, mais à part égale, que l'on soit à l'entretien de l'entreprise ou que l'on soit cadre supérieur, chacun, à la fin de l'année, doit pouvoir toucher les conséquences du travail qui a été le sien pour l'entreprise. Pourquoi c'est très important? Parce que ça veut dire que dans notre esprit, l'entreprise n'appartient pas seulement au capital. L'entreprise appartient à ceux qui y travaillent au quotidien. Et il faut qu'ils viennent à la distribution au même titre que ceux qui y ont du capital, au même titre qu'eux, il faut qu'ils viennent à la répartition des richesses de l'entreprise à la fin d'une année. Voilà une mesure qui non seulement va avoir d'abord une conséquence immédiate sur le pouvoir d'achat des salariés, mais qui également va bouleverser la vision qu'ont les Français du rôle du travailleur dans l'entreprise à laquelle il appartient. Dans le public, je l'ai dit, les hauts fonctionnaires seront sélectionnés aussi sur leur qualité de patriotisme et de sens de l'État. Voyons, qu'est-ce que j'ai pas entendu quand j'ai dit ça? On m'a dit, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez embaucher, choisir les hauts fonctionnaires en fonction du fait qu'ils sont patriotes ou pas? Bah écoutez, c'est quand même la moindre des choses qu'on peut exiger d'eux, que les hauts fonctionnaires soient des patriotes. Vous savez, je vais vous dire, on en est arrivé à une telle inversion des valeurs que je suis parfois sidéré de voir la manière dont des propositions aussi évidentes peuvent être reçues, notamment par certains médias. Nous cesserons la casse du service public parce que nous romprons avec les absurdités du traité de Lisbonne. Bravo au peuple français, bravo à lui d'avoir dit non. Honte à ceux qui ont quand même fait voter ce texte contre sa volonté. Honte à Nicolas Sarkozy, honte à M. Bayrou, honte à M. Hollande, qui ont violé la volonté et la souveraineté du peuple français et qui ont même violé sa sagesse, parce que c'est lui qui avait raison. C'est le peuple qui avait raison. Alors oui, je veux que chaque Française, chaque Français se lève le matin en sachant pourquoi il va au travail, en sachant comment il contribuera au bien-être commun, en sachant ce qu'il apporte au pays et aux générations qui viennent. Je veux que la carrière dans l'entreprise, dans l'administration, redevienne un chemin qui conduise quelque part. Le travail doit toujours payer. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est de notre devoir de le revaloriser par rapport aux allocations sociales. Il faut mettre fin à cette précarité qui est devenue un mode de gestion. Aujourd'hui, les gens y rentrent dans l'entreprise, ils ne savent pas combien ils vont y rester. Entrer dans l'entreprise, avant, c'était comme se marier. On y partait pour la vie. C'était une famille dans laquelle on se faisait des relations, dans laquelle parfois, souvent même, on se mariait. On restait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même entreprise. Comment voulez-vous qu'un salarié s'investisse dans une entreprise
Quand à peine il a passé la porte, on lui dit « Oh, vous savez, hein, on ne sait pas si demain, vous n'allez pas devoir partir. » Et du coup, on vous fait un CDD. Ils vont nous inventer un jour le mariage en CDD, je pense aussi. La précarité à tous les étages. Et si vous voulez, on voit bien que beaucoup de salariés aujourd'hui qui rentrent, des jeunes, n'arrivent plus à voir le chemin qu'on leur propose dans l'entreprise. Ils ont le sentiment d'être des Kleenex. Et du coup, ils ont peur. Comment on s'investit quand on a peur? Comment peut-on avoir envie de participer à une boîte, à son développement, à l'investissement? Comment peut-on s'investir dans l'avenir d'une société si l'on vit toujours comme l'oiseau sur la branche, incapable de construire sa vie parce qu'on est à temps partiel, parce qu'on est en CDD et parce qu'on vous explique que de toute façon, vous commencez votre vie en étant ça, mais il y a quand même une chance sur 10 pour que vous la terminiez en faisant la même chose. Cette insécurité permanente, dont je dis, moi, qu'elle a été construite et voulue par le pouvoir en place. Mais oui, c'est tellement plus facile d'empêcher un salarié de réclamer quoi que ce soit quand il vit dans la peur du chômage. C'est tellement plus facile quand il n'ose même pas venir demander une revalorisation de son salaire ou une augmentation parce qu'il est dans l'entreprise depuis bien longtemps. Cette inquiétude permanente dans laquelle vivent les salariés français est un moyen de les maîtriser, est un moyen d'en faire une main-d'œuvre malléable. Et en cela, c'est un combat de tous les jours que de refuser de tomber dans une technique qui est la pire des malhonnêtetés que l'on peut faire à l'égard du monde du travail. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut revaloriser le travail par rapport aux allocations sociales. Ça veut dire aussi qu'on ne peut plus, qu'on ne doit plus accepter qu'une immigration toujours plus massive choisisse la France dans le seul but de profiter d'un système social de moins en moins généreux avec les Français. Comment peut-on être généreux avec la terre entière? Comment peut-on continuer à lancer le signal que nous avons quelque chose à offrir, alors que nous avons 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 8 millions de pauvres au XXIe siècle en France, un tiers des Français qui ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Ça n'est donc évidemment ni de la xénophobie, ni de la haine, c'est juste du bon sens. Oui, il y a des choix à faire. C'est même ce qu'il y a de plus difficile en politique, faire des choix. C'est tellement difficile d'ailleurs que les autres n'ont jamais réussi à en faire. Les allocations familiales doivent être réservées aux familles françaises. Oui, il faut conditionner le versement du minimum vieillesse à 10 ans de travail régulier en France, parce qu'aujourd'hui, il vous suffit d'arriver en France le lundi pour toucher le minimum vieillesse le mardi. Chers amis, nous serions un pays riche, très riche. Nous pourrions
éventuellement être généreux. Mais quand on voit le dénuement insupportable de tant de nos retraités, on se dit qu'ici aussi l'injustice est criante et qu'il faut y remédier. Après tout, nous versons des centaines de millions à droite, à gauche, dans des dizaines de pays du monde, dans les régions, ces nouvelles féodalités qui se sont constituées, vous savez que les seigneurs présidents du conseil régional, d'ailleurs ils ne sont plus présidents du conseil régional, ils sont devenus présidents de la région. Et puis maintenant ils sont présidents Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que, après tout, il y en a des pays riches dans le monde? Pourquoi est-ce que ces pays riches ne vont pas plutôt aider l'ensemble de ces nations plutôt que nous, qui sommes pauvres? Pourquoi le Qatar ne va pas aider l'ensemble de ces pays? Pourquoi l'Arabie Saoudite ne profite pas de ces milliards de pétrodollars pour aller aider ces pays plutôt que d'investir dans nos banlieues pour des raisons éminemment suspectes? Plutôt que de tenter d'acheter les filières d'Areva, plutôt que de tenter d'acheter les filiales de Dexia, plutôt que d'investir dans le Paris Saint-Germain. Ah, c'est sûr, c'est moins voyant d'aider les pauvres des pays qui sont en grande difficulté, plutôt que de venir mettre Emirates sur les maillots de nos joueurs du PSG. Partout, mes amis, nous appliquerons, on s'y verrait déjà. Nous appliquerons le patriotisme social dans le logement, au travail, dans la fonction publique, pour que partout, à compétences égales, les Français, et je dis bien tous les Français, soient prioritaires. Je rappelle qu'il n'y a donc pas de racisme ou de xénophobie dans cette proposition, qu'il y a ce bon sens, encore une fois, qui manque tant à nos élites actuelles. Pourquoi nous nous battons tant et pourquoi, dans le projet présidentiel qui est le mien, la lutte contre la fraude sociale est aussi essentielle? Mais parce que le détournement de l'aide sociale n'est pas tolérable. D'abord parce qu'il pénalise les plus faibles et il décourage ceux qui travaillent. La fraude sociale est plus inadmissible encore. Mon projet prévoit la création d'un secrétariat d'État dédié à la lutte contre la fraude. Contre toutes les fraudes d'ailleurs, celles d'en bas et celles d'en haut. Vous avez bien vu que la fraude est aujourd'hui devenue hors contrôle, que 5 ans de laxisme ont laissé prospérer cette fraude comme jamais, en bas et en haut. Rendez-vous compte, mes amis, ce sont chaque année 20 milliards d'euros qui partent en fumée du seul fait de la fraude sociale. Alors oui, nous ferons la guerre à la fraude, aux profiteurs, aux tricheurs. Nous créerons sans tarder la carte vitale biométrique. Mais évidemment. C'est quand même insensé
que la carte vitale qui donne des droits qui sont éminemment onéreux pour la communauté nationale soit largement moins sécurisée qu'un passeport. Mais nous sécuriserons aussi les titres d'identité, car nous savons bien, contrairement à ce que dit le gouvernement, que la fraude au papier d'identité est massive. Alors maintenant, il y a une nouvelle technique, c'est le vrai faux papier. C'est-à-dire c'est un vrai papier qui est délivré, mais sur la base de faux documents. Et ça, c'est catastrophique, évidemment, parce que ça se multiplie et que même les agents chargés de la lutte contre cette fraude indiquent que toutes les mesures n'ont pas été prises, qu'on n'a pas pris le problème à la racine. Nous pénaliserons aussi beaucoup plus lourdement les patrons voyous qui emploient des clandestins, parce que ça aussi, c'est une fraude inadmissible. La fraude, ben voilà l'ennemi du travailleur. En luttant contre les rentes injustifiées, la fraude, c'est la valeur même de travail qu'on remettra au centre. Et dès l'école. Dès l'école, le mérite et l'effort doivent retrouver toute leur place. Parce que l'école, c'est là où tout se joue. C'est le creuset de notre modèle républicain. C'est le lieu, mes amis, par excellence, où la méritocratie doit vivre. Et en ce sens, bien sûr, nous conserverons et nous rétablirons la note à l'école, n'en déplaise aux pédagogistes. On a vu ce qu'a donné leur idéologie de l'enfant roi. Revenons là aussi au bon sens, à ce qui a fait ses preuves. L'école doit redevenir cet ascenseur social pour les classes populaires, mais aussi pour les classes moyennes, confrontées de plus en plus souvent au drame de ce que j'ai appelé le descenseur social, au sentiment délétère que demain sera moins bien qu'hier. Et vous savez, le descenseur social se cache dans les moindres détails. Je pense par exemple aux stages qu'on demande à nos collégiens ou à nos étudiants et qui sont souvent, il faut bien dire, la première ligne du CV qu'ils donnent à l'entreprise lorsqu'ils cherchent un emploi. C'est cette ligne-là qui détermine tout. Alors vous le savez, pour les stages, il y a les enfants dont les parents ont des relations, et puis les autres, qui doivent se débrouiller tout seuls. Il y a ceux qui afficheront un stage gratifiant sur leur CV, et les autres qui devront se contenter du reste. Eh bien moi, je refuse cela. Je refuse que les relations, le piston, comme on dit trivialement, déterminent tout. Et c'est évident que plus la crise sociale est importante, plus les services publics reculent, et plus ce sont les relations qui vont finir par gérer exclusivement le monde du travail, mais pas obligatoirement d'ailleurs les relations des plus aisés. On va dire, est-ce que tu peux trouver un stage pour mon fils parce que j'ai un petit peu du mal entre relations de travail, mais ceux qui n'ont pas de relations, comment vont-ils faire pour leur enfant? Est-ce que c'est ça l'esprit de l'école que nous entendons défendre? Est-ce qu'on ne s'est pas battu contre justement les privilèges de naissance et de fortune, pour que chacun puisse avoir les mêmes espérances, les mêmes possibilités dans l'école de la République? Alors cette justice-là aussi, elle va devoir être rétablie, pour que l'élève soit uniquement jugé sur son mérite et ses capacités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on demande à nos enfants en classe de 3e de trouver un stage, ce sera désormais au Conseil général de leur trouver un stage. Oui. En partenariat avec l'éducation nationale. Même principe dans l'enseignement supérieur, dans les universités, dans les grandes écoles. Ce sont les établissements qui auront l'obligation de proposer des stages aux étudiants et pas ceux qui ont le droit d'avoir des beaux stages parce que leurs parents ont la chance de connaître des chefs d'entreprise, et puis ceux qui n'ont pas la chance parce que leurs parents ne connaissent pas de chefs d'entreprise. Ma France, ce n'est pas celle du piston, c'est celle du mérite et du talent.
Et dans ce même esprit, le versement des bourses universitaires ne sera plus conditionné à la seule présence aux examens. Trop facile. Trop facile. Mais la présence aux cours. Voilà une mesure de bon sens, une mesure évidente qui avantagera nos jeunes qui veulent vraiment s'en sortir. Et voilà qui sera susceptible de priver de l'aide publique ceux qui ne pensent qu'à profiter. Recentrer les bourses universitaires sur nos jeunes qui les méritent vraiment, sur ceux qui font la preuve de leur détermination et de leurs efforts, évidemment permettra d'aider mieux ces jeunes et de donner plus à ceux qui méritent plus. Alors, oui mes amis, vous l'avez compris, je veux une France au travail, une France qui se retrousse les manches, une France heureuse dans ses métiers, une France qui sache le sens de ce qu'elle fait, qui retrouve un chemin dans la carrière. À la spéculation et à la tricherie, j'opposerai toujours et en tout lieu le travail. Au réseau et au passe-droit, je préférerai toujours le mérite et l'effort. Je veux que nos enfants, la France de demain, dès l'école, sachent qu'on est toujours mieux récompensé quand on travaille. Voilà sur quoi repose mon projet de redressement national. Voilà pourquoi j'aime profondément notre peuple. Parce que je le respecte, parce que je le protège, parce que je veux valoriser son génie, qui ne s'exprime jamais mieux que dans les œuvres matérielles et de l'esprit qu'il est capable d'enfanter. Quand elle sait où elle va, la France est capable du meilleur. C'est par le travail de ses enfants qu'elle s'est bâtie à travers les siècles. Le génie français a su penser des prouesses aussi extraordinaires que les cathédrales, puis les bâtir. Il a façonné les paysages de France. Il a cultivé notre terre et porté notre agriculture au premier rang. Il a créé une industrie longtemps prospère, construit des villes magnifiques, pensé des œuvres qui ont marqué l'humanité tout entière. Oui, c'est ce génie national que je veux libérer, et c'est en réhabilitant le travail qu'on y arrivera. Vive la République, vive la France, vive le peuple français!